Bonjour à toutes et à tous et bienvenue cet après-midi à l'Alcazar pour cette rencontre autour du temps de la lecture. Alors, Marcel Proust écrivait pour rendre sensible la substance invisible du temps, disait-il, et c'était une question pour Proust d'écriture, et la recherche lui a pris un peu de temps à écrire, elle prend aussi un peu de temps à lire, c'est-à-dire qu'elle pose la question de ce temps de la lecture, elle la pose en la mettant en abîme, et c'est autour de cette question du temps de la lecture que nous nous retrouvons aujourd'hui. Je suis Étienne Hanheim, je suis historien du Moyen-Âge et par ailleurs, je suis directeur des éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Et à ce titre, j'ai grand plaisir à avoir avec moi cet après-midi Christine Bénévent, qui est professeure d'histoire du livre à l'École nationale des Chartes et qui est par ailleurs autrice de ce livre Miroir d'encre, Histoire du livre, désir de lecture. Et Filippo Ronconi, qui est maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, habilité à diriger les recherches, et qui a lui aussi publié un livre l'année dernière aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, Aux racines du livre, Métamorphose d'un objet de l'Antiquité au Moyen-Âge. Donc, Filippo Ronconi est spécialiste d'histoire des mondes byzantins, tardo-antiques et médiévaux. Et on a donc la chance d'avoir deux collègues qui s'intéressent à la question du livre, à la question de la lecture, et qui vont nous aider cet après-midi à essayer de compliquer un peu cette question, c'est-à-dire de montrer qu'il y a une pluralité des questions temporelles appliquées au livre. Si vous voulez, on va aller du temps long de la transmission des écrits depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, au temps court qui est par exemple le temps de la lecture d'une page, comment un œil se déplace sur une page et combien de temps il met à parcourir une page et dans quelle mesure la disposition graphique d'une page a des effets sur cette lecture. Et on va aller de l'un à l'autre en passant par un certain nombre d'autres questions, en prenant finalement pour point de repère le problème du lien entre l'inscription temporelle et l'inscription matérielle. La lecture, c'est finalement à la fois quelque chose qui repose sur un support matériel, mais qui a une dimension abstraite, une dimension invisible ou parfois audible. Et la lecture, c'est quelque chose qui se déroule. Alors qui se déroule au sens figuré, qui se déroule aussi parfois au sens propre. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, puisqu'il y a eu quand même un certain nombre de siècles dans l'histoire des traditions d'écriture où on a écrit sur des rouleaux, et qu'il fallait dérouler le rouleau pour pouvoir lire le texte. Donc cette question du déroulement, de la temporalisation de la lecture est la question que nous allons essayer d'aborder ensemble. En fait, lire, c'est faire une expérience qui se situe dans le temps, et elle se situe même dans le temps à deux niveaux. Elle se situe dans le temps des expériences individuelles, mais elle se situe aussi dans le temps long de l'historicité, parce qu'on ne lit pas aujourd'hui comme on lisait il y a 100 ans, comme on lisait il y a 500 ans, ou comme on lisait il y a un millénaire. Et donc c'est l'ensemble de ces problèmes que nous voudrions essayer d'aborder aujourd'hui avec vous et avec nos deux invités que je remercie encore une fois d'avoir bien voulu participer à cette rencontre. Et peut-être que je voudrais commencer en leur posant une question. On a posé ce problème de l'historicisation du temps de la lecture. Au fond, comment est-ce qu'on lisait dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge? Comment est-ce qu'on lisait à la Renaissance, qui est plutôt la période de prédilection de Christine Bénévent? De quelle façon? À quelle vitesse? Est-ce qu'on lisait silencieusement? Est-ce qu'on lisait à voix haute? Est-ce que vous pouvez nous faire l'un et l'autre un petit panorama des pratiques de la lecture dans les périodes dont vous êtes spécialiste? Alors, peut-être Filippo, tout d'abord, puisque c'est toi qui travailles sur les périodes les plus anciennes. Bien sûr. Merci beaucoup, cher Étienne. Donc, je pense qu'il faut commencer par une constatation linguistique. En grec ancien et médiéval, lire se dit reconnaître, signifie reconnaître. On utilise le mot de l'action de reconnaître, anagignoskin. Donc, l'action de lire, en fait, c'est une action de reconnaissance des mots. Une action lente. Le rythme de la lecture dans l'Antiquité au Moyen-Âge est un rythme bien plus lent que celui auquel nous sommes habitués, entre autres parce que les mots ne sont pas séparés. Il n'y a pas d'espace entre les mots.
Il n'y a pas de signes de ponctuation dans les papyrus anciens et aussi dans les manuscrits des codices, au moins jusqu'au Moyen-Âge. Et donc, vous comprenez bien que pour comprendre la lecture, les textes qui se présentent sous forme d'une scripture continue, une longue chaîne ininterrompue de caractères, il faut effectivement les reconnaître tout d'abord. Et comment faisait-on? Et là, c'est l'autre question. Et si vous essayez encore aujourd'hui de lire un texte sans espace, vous allez constater tout de suite que si vous le lisez à voix haute, de façon sonore, cela vous aide. Et donc, voici l'une des raisons de la diffusion de la lecture sonore dans l'Antiquité au Moyen-Âge. Ce n'est pas la seule. Enfin, il y a aussi des raisons, disons, sociales très spécifiques sur lesquelles peut-être on va revenir. Mais donc voilà, je pense qu'il faut tout d'abord souligner les rythmes de la lecture. Ce sont des rythmes lents et en général, justement, se lient à des caractéristiques graphiques spécifiques qui se lient aussi naturellement à la forme du livre, mais sur ça aussi peut-être on va revenir. Bien. Christine? Oui, alors à défaut peut-être d'un aperçu panoramique sur la Renaissance, ça me semblait intéressant de revenir sur un témoignage qui a souvent été mis en avant par les historiens de la lecture et qui est celui de Machiavel, qui en fait décrit deux types de lecture qu'il pratique. Hein. Une lecture récréative, hein, où il se promène dans les bois avec Tibulle, les poètes latins, et puis voilà, il se distrait de cette façon-là. Et puis, il y a une autre lecture qui nécessite tout un cérémonial. Alors, je vais juste lire le petit passage. Donc, c'est le soir venu, hein, au seuil de son cabinet. Je me dépouille de la défroque de tous les jours, couverte de fange et de boue, pour revêtir les habits de cour royale et pontificale. Ainsi, honorablement accoutré, j'entre dans les cours antiques des hommes de l'Antiquité. Là, accueilli avec affabilité par eux, je me repais de l'aliment qui par excellence est le mien et pour lequel je suis né. Là, nulle honte à parler avec eux, à les interroger sur les mobiles de leurs actions, et eux, en vertu de leur humanité, ils me répondent. Et durant 4 heures de temps, je ne sens pas le moindre ennui. J'oublie tous mes tourments, je cesse de redouter la pauvreté, la mort même ne m'effraie pas. Et bon, voilà, c'est un témoignage assez extraordinaire hein, sur la lecture. Alors, une lecture très particulière, dans une parenthèse qui semble située hors du temps, hein, où voilà, deux temps se rejoignent, mais voilà, il faut un cérémonial initial pour pouvoir entrer dans cette parenthèse. Et je pense que cette façon de présenter cette rencontre, elle est intimement liée au geste humaniste qui veut restituer des textes qui auraient été altérés par le Moyen-Âge, hein, dont on a parlé ce matin, et qui constitue l'Antiquité comme un passé hein, dont on est séparé par cette parenthèse médiévale. Et donc c'est vraiment un type de lecture très particulier et qui ne rend évidemment pas compte de toutes les pratiques de la Renaissance, puisque à l'opposé, on peut citer le témoignage d'un religieux toulousain de 1496 qui est assez furieux de voir le succès des lectures de divertissement, des fables, des romans, et qui dénonce, je cite, hein, les fables et romans inutiles, lesquels ont été accoutumés de lire assiduellement est-ce ouvroirs et boutiques des marchands, dans lesquels plusieurs ont assisté pour les ouïr et écouter par vaine délectation. Alors là, on a une forme de lecture très très différente dans un espace collectif, enfin voilà, où on peut être plusieurs et où on partage ensemble une lecture oralisée avec délectation. Et je trouvais que c'était intéressant de mettre en regard ces deux modes très très différents d'approche du livre. Déjà à la fin du XVe siècle, on regrettait que les jeunes lisent des ouvrages de divertissement au lieu de se consacrer aux classiques, y compris ceux qui n'étaient pas encore écrits. Et donc c'est intéressant de voir ces témoignages, surtout parce que d'emblée ça pose la question, je plaisante mais c'est une question sérieuse, de la diversité des formes de lecture, y compris chez un même individu.
C'est-à-dire qu'on a appelé ça le temps de la lecture, mais en fait, on pourrait dire le temps des lectures. On ne lit pas toujours de la même manière, et comme aujourd'hui, vous savez très bien que selon que vous lisiez pour votre travail, pour vos études ou pour votre plaisir, vous allez pratiquer des types de lecture, avec des rythmes de lecture, avec des lieux de lecture, qui ne seront pas les mêmes. Et cette pluralité de la lecture, c'est un phénomène social qui est très ancien et qui en fait est très documenté. Donc je pense que c'est important de commencer par poser cette question et de la poser, je dirais, avec le plus de profondeur historique possible. Tu voulais réagir, Filippo, à ce que je disais ? Oui, et je pense qu'il faut aussi se libérer de quelques erreurs de reconstruction historique qu'on a fait très souvent, qu'on fait parfois encore aujourd'hui. C'est-à-dire cette idée que la lecture dans l'Antiquité et au Moyen-Âge était exclusivement sonore, parce que effectivement cette question de la lecture sonore oralisée ou de la lecture intime, silencieuse, à laquelle nous sommes tous habitués, se posait déjà dans l'Antiquité et dans l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge. Et c'était une façon, en fait, comme tu l'as dit très bien, de différencier les différentes typologies de lecture et aussi qui comportaient des différents tons et rythmes de la lecture. Alors vous savez, le passage qu'on cite habituellement pour affirmer que la lecture silencieuse intériorisée est quelque chose qui est né très tard, c'est un passage des Confessions de Saint Augustin où il affirme être rentré un jour dans une salle où était assis Saint Ambroise et l'avoir trouvé tacite legentem, qui lisait en silence, silencieusement. Et il s'en étonne. Bien sûr, mais si on lit la suite, Saint Augustin explique pourquoi il s'étonne. Non pas parce qu'il lisait silencieusement, mais parce que le fait de lire silencieusement empêchait aux autres personnes présentes dans la salle de se réjouir de la lecture. Et en fait, Saint Augustin lui-même affirme dans les mêmes confessions à plusieurs reprises qu'il lisait en silence. Donc la réalité est tout à fait différente de celle que l'historiographie moderne nous présente généralement. Les anciens et les hommes du Moyen-Âge étaient parfaitement en mesure de lire à la fois de façon oralisée et de façon silencieuse. La différence était sociale, était des fonctions de la lecture. Et je m'explique en deux mots. Dans l'Antiquité grecque, le polites, les citoyens, étaient différent de l'idiotes. Ce n'était pas l'idiot, mais c'était celui qui vivait séparément de la communauté et ne pensait qu'à sa propre personne. Les polites, idéal, est celui qui participe à la vie politique. Et pour participer à la vie politique, il faut prendre la parole en public. Également, les civis romanus, les citoyens romains idéal, c'est les patronus, l'avocat, qui prend la parole dans les forums. Et même dans l'Empire byzantin, l'homme de cour idéal est celui qui sait déclamer. Or, cette centralité de la parole prise en public a une conséquence dans la structuration de l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation considère la rhétorique comme son sommet. Et donc, on enseigne aux enfants, on apprend aux enfants à déclamer en lisant. C'est-à-dire la lecture et déclamation. Et ce n'est pas seulement une lecture oralisée, c'est une lecture déclamatoire, diaphragmatique. Donc depuis l'enfance, l'homme de l'Antiquité, et puis aussi l'homme du Moyen-Âge, est habitué à lire de façon orale. Mais il était capable de lire de façon silencieuse. Et Nietzsche, qui était, avant d'être un grand philosophe, était un grand philologue, l'avait très bien compris dans l'origine de la tragédie. Il souligne cet aspect. Il dit « L'homme de l'Antiquité a fait de la lecture un acte politique ». Et c'est précisément ça. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre que justement, il y a la lecture publique comme acte social, la lecture partagée, un lecteur et plusieurs auditeurs. Et il y a la lecture individuelle, la lecture savante, la lecture de loisirs, voilà. Des gens qui lisaient naturellement comme nous, avec des rythmes différents, de façon silencieuse. Et ce dont on se rappelle ainsi, c'est que les conditions matérielles et sociales de la lecture, en fait, ont considérablement varié, et que c'est moins le fait qu'à certaines époques, on ne lisait que de façon oralisée, ou à d'autres que de façon silencieuse, qui a changé, que la frontière entre les deux.
c'est-à-dire les moments, et de fait on vit dans une société où à part à l'école, et on peut avoir de ce point de vue-là tous les uns et les autres des expériences plus ou moins traumatisantes de lecture à voix haute, mais on pratique beaucoup moins la lecture à voix haute que dans d'autres sociétés ou à d'autres moments. On continue à la pratiquer. Et effectivement, j'aimerais du coup en venir à cette question des formes matérielles du temps de la lecture. Parce que on lit, alors Philippot, tu le disais tout à l'heure, les textes antiques souvent n'ont pas de blanc, n'ont pas de séparation entre les mots. Donc la forme matérielle oblige à reconnaître et à prononcer pour arriver à une intelligibilité du texte, mais ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet livre, la manière dont il se présente, et c'est quelque chose qui a été travaillé dans l'historiographie depuis maintenant plusieurs décennies et qu'on appelle souvent la bibliographie matérielle ou la sociologie des textes, ça dépend des lexiques, la forme matérielle de l'objet livre a des effets sur l'expérience temporelle de la lecture. Et j'aimerais tous les deux vous demander comment, par rapport au livre que vous avez étudié, on peut reconnaître ces rapports entre la forme matérielle et les pratiques de lecture. Je ne sais pas si, Christine, tu veux commencer ? Alors je peux commencer, sachant qu'on remontera ensuite dans le temps. Alors, ce qui est frappant entre le moment où le livre imprimé apparaît et puis les siècles qui suivent, c'est la tendance très régulière vers la réduction des formats, avec vraiment une prédominance de l'in-folio pendant la période incunable, et puis petit à petit... L'in-folio, oui. Pour expliquer, c'est les très grands formats, c'est-à-dire que vous imprimez sur l'équivalent d'une feuille d'imprimerie qui n'est pas pliée. Enfin, d'une demi-feuille, oui. Enfin, qui est pliée une seule fois, mais qui n'est pas repliée ensuite. Voilà, et ensuite, une quarto, on plie encore une fois, une octave encore une fois, puis après, on se met à découper pour arriver à des formats encore plus petits. Okay. Et on distingue très tôt la différence impliquée par la lecture d'un gros livre, où on est obligé, par exemple, de le poser sur un pupitre. Alors, vous pouvez avoir ces livres d'église, où on va être plusieurs autour du livre pour chanter ensemble, par exemple. Évidemment, ce n'est pas du tout le même rapport qui s'instaure que quand on a un petit livre qu'on peut transporter avec soi, qu'on peut lire à tout moment. Donc, on va distinguer les lectures qu'on va faire plume à la main, qui nécessitent un support, et des lectures où, au contraire, on va être dans ce mode du livre transportable. Donc, la question du format est vraiment très intéressante à examiner de près, notamment sur le rapport entre le format et certains genres de livres. Et puis après, on peut s'intéresser aux questions, par exemple, de disposition du texte, justement, sur 2 colonnes ou à longue ligne. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On peut s'interroger aussi sur tout ce qui est moyen de repérage dans le texte, et notamment, alors ça, Philippot y reviendra certainement, mais sur le fait de folioter, c'est-à-dire de numéroter les feuillets, ou de paginer, c'est-à-dire de numéroter les pages. Il y a 2 pages sur un feuillet, le recto et le verso. À quoi ça sert pour le lecteur de procéder? Alors c'est souvent le lecteur qui ajoute ces informations avant que l'imprimerie ne les assimile et ne les mette déjà à disposition des lecteurs. Et en fait, c'est moins pour savoir qu'on est à telle page de sa lecture que pour pouvoir constituer des outils qui sont les sommaires, les tables des matières, les index, qui vont permettre des entrées directes aux passages qui nous intéressent et qui nous font faire l'économie d'une lecture complète du texte pour aller vers le passage qui nous intéresse. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir que quand on édite aujourd'hui un texte de la Renaissance ou du XVIIe, c'est quelque chose qu'on perd totalement de vue, puisqu'on ne reproduit pas ces aspects-là du texte. C'est que les auteurs de la Renaissance avaient parfaitement conscience que les gens ne lisaient parfois, souvent, que les titres et les index. Et donc Erasme s'en plaint, notamment dans ses polémiques, et on comprend pourquoi les titres sont parfois si développés, pourquoi les index sont si soignés. C'est parce qu'on se donne une idée du contenu
à travers ces instruments sans forcément aller lire le texte. Et là, ce qui devient... Alors, on part un peu sur autre chose que les aspects matériels, mais enfin, je trouve ça extrêmement intéressant, c'est de voir tous ces outils qui doivent faire plutôt l'économie du temps de la lecture, puisqu'on parlait on parle du temps de la lecture. Eh bien, il y a des outils qui doivent nous économiser du temps de lecture. Il y a un passage extraordinaire dans L'homme sans qualité sur le général Stumm qui découvre la Bibliothèque nationale de Vienne et qui finit par demander mais comment vous faites pour vous y retrouver dans une telle masse de livres? Et le bibliothécaire lui dit c'est très simple, je ne lis aucun livre. Je ne lis que les catalogues, à la limite les titres et les index, mais au-delà, le bibliothécaire est perdu s'il veut lire plus loin. Et donc je terminerai là-dessus. L'expérience que fait ce général, vraiment pour moi, est entrée en écho avec une affiche qu'avait adoptée la Bibliothèque nationale de France il y a quelques années, et qui disait « Pour tout lire, comptez 150 000 ans ». Voilà, c'est que si on voulait lire l'ensemble des ouvrages disponibles à la Bibliothèque nationale, il fallait compter 150 000 ans. Et donc sur ce signe de la confrontation entre le temps fatalement limité de nos vies humaines et la masse infinie que nous offrent les livres à lire. Et de fait, lire, effectivement, c'est à la fois savoir prendre le temps ou savoir perdre son temps dans les livres, mais c'est aussi parfois savoir gagner du temps, c'est savoir se repérer. Et il faut rappeler à celles et ceux ici qui sont peut-être moins familiers que d'autres des supports matériels dans la très longue durée que, effectivement, les index, les titres courants, les sommaires, même les pages de garde, tout ça sont des inventions relativement récentes à l'aune de l'histoire du livre. Et que ce qui nous paraît à nous faire partie d'un livre de manière essentielle n'a en fait pas été du tout évident pendant des siècles et des siècles. On peut remonter encore un peu dans le temps avec Philippot. Avec les préquels de cette histoire, parce que justement vous référez essentiellement au format de livre que nous tous utilisons, le livre que vous voyez là, qui est en fait l'avatar du codex qui est né fondamentalement au début de l'Antiquité tardive, fin de l'Antiquité. Mais naturellement, en fait, dans l'histoire du livre occidental, et je dis occidental pour dire méditerranéen, européen, nord-africain plus ou moins, il y a eu deux formats de livres, en fait, qui se sont un peu alternés au cours de l'histoire. Celui justement du livre à page, qu'on peut dire à page, en fait, les pages pouvant être en bois, en papyrus, en parchemin, puis en papier, mais aussi celui d'un autre type de livre, c'est-à-dire le rouleau, la longue bande. Alors, si vous me permettez, j'ai un petit... purement didactique. Absolument. Voilà, tous ces... Voilà. Un happening en direct proposé par notre... Les coups de théâtre. Alors... Ah, vous voyez, pour vous donner une idée, la lecture dans l'Antiquité était ça. C'est-à-dire, on avait un support de ce type. Tout d'abord, qu'on ne lisait pas comme dans les films de Hollywood, comme ça, mais qu'on lisait comme ça. On lisait comme ça les documents, mais on lisait les livres comme ça, comme un journal, en fait, comme un quotidien. Et la lecture, donc, consistait dans une double activité manuelle de déroulement. Je déroule avec la droite et j'enroule avec la gauche. Vous voyez ? Donc, je lis de cette façon. À la fin de ma lecture, naturellement, le rouleau est enroulé au contraire. Donc, les bons lecteurs nous disent les textes des bibliothécaires anciens, il doit dérouler, réenrouler, tout, etc. Bon, ben. C'est comme ranger les livres dans les bibliothèques, quoi. Il faut... Voilà, le bon lecteur ne laisse pas traîner son livre sur le mauvais rayon, sinon c'est un livre perdu. Donc, que voit-on là, tout de suite? Tout d'abord que pour lire, on utilise deux mains. Et comme Christine le disait tout à l'heure, le livre, ça peut être le livre de grand format qui a besoin d'un pupitre, qui doit être tenu, c'est les codex, mais le codex, le livre que nous utilisons encore aujourd'hui, a cette caractéristique, il peut être lu, tenu, gardé avec une seule main. Donc une main se libère.
romans célibataires. Alors on sait qu'au XVIIIe siècle, il y avait des livres érotiques, mais je ne rentre pas dans ça. Mais on les appelait les livres qu'on lit avec une seule main, que d'une main, voilà. Mais bon, ça avec reste cette technique, hein, ça reste technique. Voilà, mais avec cette main, on pouvait faire aussi d'autres choses. On pouvait prendre des notes. Donc, naît l'écriture marginale. Et pourquoi je dis qu'elle naît? Tout d'abord parce que justement avec le rouleau, avec deux mains occupées, on ne pouvait pas. Mais même si parfois on le faisait, on le mettait sur une table. En plus, vous voyez, le papyrus est élastique, donc il se referme, donc il faut mettre des poids, etc. Donc c'était un truc un peu compliqué. Et surtout, il n'y avait pas d'espace discret. C'est-à-dire il y avait une grande marge supérieure, une grande marge inférieure, des colonnes et des entre-colonnes. Alors pour ce qui est de la lecture, tout d'abord, la lecture dans ce type de support implique que le rythme est donné par le lecteur. C'est-à-dire moi je peux faire défiler les textes du début à la fin, sans interruption, vous voyez, de façon absolument progressive, comme dans l'écran d'un ordinateur, et pas au hasard en anglais. Faire défiler un texte sur un écran, on dit to scroll. To scroll et roll. Roll, c'est le terme qui indique le rouleau. Bon, ça c'est quelque chose que Chartier a dit il y a 30 ans, hein, c'est pas très nouveau. Mais d'autre part, vous voyez, donc là, le rythme de la lecture est décidé par le lecteur, que par le lecteur. Naturellement, dans le livre à pages, la lecture est syncopée, et vous voyez, est interrompue par la page qui se tourne. Donc c'est vraiment un changement radical au niveau de l'anthropologie de la lecture, si on peut le dire, qui est vraiment fondamental. Et puis il y a cet aspect, l'autre aspect, je disais fondamental, pour revenir aussi à ce que tu disais, c'est-à-dire des dispositifs paratextuels. C'est-à-dire dans les rouleaux où il y a cette alternance entre colonne et entre colonnes, la prise des notes marginales impliquerait d'occuper l'entrecolonne en rendant inintelligible la différence, l'alternance entre colonne et entre colonne. Donc, ce n'est qu'au moment où la page naît que, en fait, naît l'espace marginal. Et donc, naît l'espace, si vous voulez, le théâtre où peut se visualiser, où peut prendre forme les dialogues entre les lecteurs et les textes par la notation marginale. C'est vraiment un autre changement des catégories mentales, l'interaction avec les textes, l'interaction avec l'objet livre. Et puis, il y a aussi un autre élément qu'il faut peut-être souligner, comme le disait très bien Étienne tout à l'heure, c'est-à-dire la naissance récente des dispositifs qui nous semblent naturellement nécessaires et escomptés. Vous savez que dans les rouleaux, les titres étaient généralement à la fin de l'ouvrage, ou parfois à l'extérieur, peut-être, on n'en conserve pas beaucoup d'exemplaires, mais fondamentalement à la fin. Et la migration, la migration des titres de la fin au début a demandé des siècles. Même après l'introduction des codices. Les codices les plus anciens continuent d'avoir les titres à la fin. On se demande quel est l'essence de cela, mais effectivement, cela pouvait avoir un sens dans un autre type de dispositif. Voilà. Donc effectivement, encore une fois, l'histoire longue, comme tu le disais, la temporalité longue de l'histoire de la lecture est différente de celle brève, courte. Oui, je voulais ajouter un élément sur ce que nous révèlent les dispositifs matériels, en fait, de ce que les producteurs du livre imaginent des capacités et de la temporalité des lecteurs à venir. Et ça, c'est quelque chose que Roger Chartier, par exemple, a bien étudié à propos des livres de la Bibliothèque Bleue, où on trouve un répertoire de romans de chevalerie, d'écrits qualifiés de populaires, mais où il montre qu'en fait, c'est un corpus, celui de la Bibliothèque Bleue, qui était pratiqué par toutes les couches de la population, pas du tout uniquement par les lecteurs des classes, donc je mets des guillemets encore une fois populaires, mais qu'en revanche, il y avait tout un travail de réfection des textes, c'est-à-dire qu'on enlevait les descriptions, on adoptait une disposition en paragraphes beaucoup plus courts. Il y avait tout un processus de mise en page qui pariait sur le fait que les lecteurs n'étaient pas forcément capables de mémoriser assez longuement, qu'ils avaient besoin de phrases courtes, qu'ils avaient besoin d'unités de texte courtes, et aussi parce qu'ils se disaient que c'était des lectures interrompues.
qu'on n'allait pas forcément faire sur la longue durée, et que du coup, pour se repérer facilement à l'endroit où on avait interrompu la lecture, il fallait cette mise en page. Et ça, c'est quelque chose qui finalement est réinvesti aujourd'hui par des éditeurs comme Bernard Fixot, qui commandent quand même à leurs auteurs de faire des chapitres qui peuvent durer le temps d'un court trajet en métro. Voilà. Et donc on fait le pari de la façon dont le lecteur lira ce texte et dans quel temps il accordera son attention au texte. Alors on voit que cette histoire matérielle de la lecture, cette histoire au fond de la mise en forme de ce qu'on imagine être le temps du lecteur ou de la lectrice, c'est une histoire qui s'inscrit dans une sociologie de la lecture. Je parlais tout à l'heure de bibliographie matérielle et de sociologie des textes. Et vos remarques, du coup, nous orientent dans une nouvelle direction qui est celle du public, celle des raisons pour lesquelles on lit, de la lecture de divertissement et de la lecture de travail. Aussi une question qui est celle de l'alphabétisation, c'est-à-dire en fond, qui lit dans une société. Nous, on a l'habitude depuis la fin du 19e de vivre dans des sociétés qui sont massivement alphabétisées, qui ne sont pas alphabétisées à 100%. Les sociétés ne sont jamais alphabétisées à 100%, mais on est dans les sociétés, en tout cas en Europe, qui sont parmi les plus alphabétisées de l'histoire. Mais les sociétés du Moyen-Âge, les sociétés de l'Antiquité connaissent des taux d'alphabétisation très différents, donc des rapports à l'écrit qui sont aussi très différents. Et puis des questions d'accessibilité du livre. C'est-à-dire que suivant les périodes, les livres ont une valeur marchande au-delà d'une valeur symbolique. D'ailleurs, on pourra aussi peut-être parler du temps qu'il faut pour produire des livres. Et selon la valeur de ces livres, ils ont une accessibilité qui est de plus ou moins grande facilité. C'est-à-dire où est-ce qu'on trouve des livres au 5e siècle avant notre ère, au 5e siècle après, ou au 15e siècle. Et je pense que toutes ces questions-là sont aussi des questions qui sont très importantes pour arriver à comprendre comment on peut ou pas prendre le temps de la lecture, ou comment le rapport entre la temporalité des vies et l'acte de lire peut changer en fonction des périodes. Sans aucun doute, ce sont des sujets où on voit une différence énorme par rapport à notre quotidien et à l'Antiquité, au Moyen-Âge. Et tu as fait référence tout d'abord au temps de la production du livre. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, qui se lie d'une quelque façon à la question de l'alphabétisme. Si nous gardons des traces des textes de l'Antiquité, c'est grâce à des livres qui ont été produits matériellement par des analphabètes. Il faut considérer cet aspect. Le copiste était alphabétisé, bien entendu, mais les parcheminiers, le producteur de papyrus, les tablettiers, généralement dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, et ils étaient des analphabètes. Donc là, on a déjà un paradoxe très intéressant quand même, sur lequel il faudrait réfléchir. Ils avaient leur propre culture, leur savoir-faire technique, très spécifique, très recherché, parfois très bien payé, qu'ils se transmettaient de génération en génération à l'intérieur des ateliers, voilà, mais qui quand même était un niveau de culture qui n'avait rien à voir avec l'alphabétisme, ce qui m'amène à une question plus générale. Dans notre société, alphabétisme et culture vont ensemble, n'est-ce pas? C'est très difficile de concevoir quelqu'un de très cultivé analphabète. Un analphabète, généralement, on ne le considère pas cultivé. Alors, il faut considérer que dans l'Antiquité et au Moyen-Âge encore plus, très souvent, les élites n'étaient pas alphabétisées. Ils n'en avaient pas besoin, parce qu'ils avaient quelqu'un qui lisait à leur place. Ils entendaient. Si vous ajoutez les problèmes ophtalmologiques, les lunettes que Pétrarque utilisait, mais très tard, et les conditions d'illumination, etc., vous comprenez très bien que pourquoi se donner la peine d'apprendre à lire et pourquoi lire s'il y avait des audiolivres humains. Et donc cet élément est déjà très important. Charlemagne était analphabète. De fait, selon ce qu'on dit, ce qu'on écrit à son époque, il mettait sur son lit des livres pendant la nuit afin que le savoir... voilà, dans une vision analogique, mystique, très intéressante. Mais il n'était pas du tout un culte.
hein. Apparemment, il connaissait par cœur plusieurs livres de la Cité de Dieu de Saint-Augustin, parce que pendant toute sa vie, il se le faisait lire pendant le repas. Et dans certains ouvrages où il y a sa main intellectuelle d'un certain point de vue, comme les Libri Carolini, on voit qu'il y a plusieurs citations de Saint-Augustin et on pense effectivement que ça vient de lui. Donc là, je pense qu'il y a une distinction importante dans la sociologie de la lecture. Et un autre élément qui me semble intéressant, c'est celui de la... Justement, tu disais, qui lit, comment lit-on, etc. Alors, il y a les problèmes énormes de l'alphabétisme et de sa diffusion. C'est très difficile de s'accorder entre historiens sur les pourcentages. Alors, par exemple, pour la Grèce de l'époque d'or du 5e siècle avant Jésus-Christ, on va de 1% à 90%. Selon les idées des historiens. Donc, je vous laisse imaginer la difficulté. Mais par-delà ça, sans aucun doute, il s'agissait de sociétés très peu alphabétisées par rapport à la nôtre. Mais le livre, au fond, n'était pas conçu que pour être lu directement. Il était surtout conçu pour être écouté. Parce que justement, il y avait la lecture sonore et la lecture était très souvent un acte partagé. Il s'agissait autant de lecture de loisirs que de lecture liturgique, ça il faut bien le souligner, parce qu'elle scandait les temps sociaux, mais au fond, encore aujourd'hui à l'église ou dans la synagogue, il y a une personne qui lit un texte et toutes les autres qui l'écoutent. Et aussi dans les cadres scolaires, les écoles de l'Antiquité tardive et néoplatonicienne surtout, mais aussi au Moyen-Âge à Byzance, il y avait une personne qui lisait les textes, le maître qui interrompait et faisait des notations, et les auditeurs qui prenaient des notes. Donc, notre idée du livre destiné à être lu individuellement, silencieusement, dans notre fort intime, c'est une idée que l'Antiquité et le Moyen-Âge n'avaient pas. Ou presque. Voilà. Alors sur cette question-là, c'est vrai que c'est peut-être le XVIIIe siècle qui peut apporter des éléments de réflexion intéressants, puisque les historiens sont tous d'accord pour dire qu'à ce moment-là s'opère une véritable révolution de la lecture. Alors en revanche, ils ne sont pas d'accord entre eux sur les termes de cette révolution. Donc pendant longtemps, on a parlé du passage d'une lecture intensive, c'est-à-dire on revient constamment sur les mêmes textes qu'on rumine, parce qu'on a un corpus relativement réduit, à une lecture extensive qui va se mettre à s'intéresser à toutes sortes de textes. Et ce qui est vraiment frappant quand on lit les témoignages de l'époque sur cette rage de lire, c'est le terme qui apparaît, ou la fureur de lire, c'est vraiment que les gens se mettent à lire tout le temps et on a vraiment l'impression de lire quelque chose qui ressemble à ce qu'on dit de nos adolescents aujourd'hui sur leur téléphone. Ils sont tout le temps dessus, enfin, voilà, ils sont accros, ils sont addicts. Et c'est vraiment ce phénomène-là qui frappe. Et donc la question de l'alphabétisation est évidemment centrale dans cette fureur de lire qu'on détecte à ce moment-là, mais avec des projets contradictoires où effectivement on a pu se dire que l'alphabétisation c'était une façon d'apporter le savoir, la connaissance, des éclairages, faire des citoyens éclairés. Et en fait, tout le 19e va voir des débats entre la bonne lecture, celle qu'on voudrait que fassent tous ces gens qui savent désormais lire, et les mauvaises lectures dans lesquelles ils se plaisent beaucoup, les romans, des lectures qui leur donnent envie de sortir de leurs conditions, enfin, voilà. Et donc on est dans des usages de la lecture qui sont extrêmement contradictoires, un usage de cette alphabétisation finalement dont chacun fait ce qu'il veut, alors que c'était destiné à créer un collectif, enfin un certain sentiment politique. Et on le voit, l'accessibilité même des textes est une question qui est très variable selon les époques. La question de la bibliothèque comme objet historique est en elle-même une question qui varie considérablement et qui varie
par son ouverture. Hein. L'idée d'une bibliothèque publique est une idée assez rare dans l'histoire, qui a existé à plusieurs moments. C'est-à-dire que de ce point de vue, l'histoire de la lecture et le temps de la lecture n'est pas linéaire. Il ne faut pas imaginer qu'on vient d'un monde où on ne lisait que à voix haute dans l'Antiquité et où peu de gens savaient lire, à un monde aujourd'hui où tout le monde peut lire, sait lire et peut lire en silence. Mais on a des temps avec des moments d'accumulation de livres dans certains lieux, une ouverture plus ou moins grande de ces lieux. Hein. Les très grandes bibliothèques, par exemple, du XIVe siècle, sur lesquelles moi j'ai pu travailler, sont des bibliothèques d'accès très restreint. Les plus grandes bibliothèques d'Occident au XIVe siècle, c'est la bibliothèque du pape, la bibliothèque du roi de France, la bibliothèque de l'Université de Paris, enfin du collège de Sorbonne. Donc c'est celle de la Sorbonne qui est probablement la plus ouverte, mais enfin elle est tout de même réservée à des clercs qui sont des étudiants ou des professeurs universitaires. La bibliothèque du pape ou du roi, elles sont réservées à des tout petits groupes d'aristocrates ou d'élites cléricales qui peuvent avoir accès à tel ou tel livre à un moment donné. Et il faut aussi imaginer, si je finis par ces considérations sur la matérialité des bibliothèques, ce que représentent des grandes bibliothèques du Moyen-Âge. Des grandes bibliothèques du Moyen-Âge central, c'est quelques centaines d'ouvrages. Des grandes bibliothèques de la fin du Moyen-Âge, c'est la bibliothèque des papes d'Avignon, qui est peut-être la plus grande au milieu du XIVe siècle en Europe de l'Ouest, c'est 2000, peut-être 2500 manuscrits. Vous imaginez, 2000-2500 livres, c'est ce que beaucoup de gens qui achètent des folios, des livres de consommation courante peuvent posséder durant leur vie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui s'intéressent à la lecture, mais sans être des lecteurs extraordinaires, beaucoup de gens peuvent posséder en quantité le nombre de livres qui étaient possédés par les plus grandes bibliothèques de la fin du Moyen-Âge. Alors évidemment, quand on dit ça, il faut aussi faire la part de ce qu'était un livre, du fait que dans un seul manuscrit de 500 folios, vous pouvez en réalité avoir ce que nous, on appellerait plusieurs livres, et parfois même un nombre très important de livres, que le rapport à ces livres n'est pas du tout le même, mais disons que ces proportions sont importantes et posent d'ailleurs des questions auxquelles on reviendra peut-être, qui est que l'accessibilité ne suffit pas à faciliter la lecture. Et que de même que dans un livre donné, si on n'a pas d'index, si on n'a pas de sommaire, si on n'a pas de titre courant, on peut avoir du mal à se repérer. De même, dans une bibliothèque, si on n'a pas de catalogue, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on peut être tout à fait perdu, et que là encore, la matérialité vient parfois aider et parfois s'interposer dans le temps de la lecture. Donc si j'évoque ces exemples, et si nous avons à tour de rôle toujours fait ce rapport entre notre propre perception de la lecture et les époques sur lesquelles nous travaillons, c'est parce que, et on peut peut-être y venir maintenant, lorsqu'on travaille sur la lecture en historien du livre professionnel, on se trouve dans une curieuse mise en abîme, si vous voulez, comme quand vous regardez des miroirs les uns face aux autres, parce que nous sommes nous-mêmes lecteurs et spécialistes du livre. C'est-à-dire que nous nous trouvons dans un double rapport où nous avons une perception de notre lecture, qui est une perception qui remonte à l'école, à l'enfance, une expérience dans la lecture, et puis d'un seul coup, ça devient également un métier, une profession, l'exercice d'un travail sur la lecture, et c'est à ce point, si vous voulez, que se croisent une expérience personnelle, finalement, et un objet d'étude, ou alors qu'on transforme une expérience personnelle en objet d'étude. Et là aussi, j'aimerais bien vous interroger, parce que je pense que ça pose une question scientifique assez particulière de travailler sur un objet qui, par ailleurs, est un objet familier depuis l'enfance. Oui, bien sûr. Ce que tu disais tout d'abord sur les bibliothèques du bas Moyen-Âge est tout à fait, disons, compatible avec ce que l'on peut reconstruire pour les bibliothèques de l'Antiquité et aussi du haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge oriental, comme on l'appelle, byzantin. C'est-à-dire la bibliothèque est tout d'abord un lieu de conservation plutôt qu'un lieu de consultation. Voilà, là il y a cette différence qu'on peut reconstruire aussi au niveau archéologique généralement. C'est-à-dire, normalement, il n'y a pas vraiment de place pour consulter le livre sur place, sauf à avoir des grandes salles qu'en grec on appelait pas au hasard théâtre,
c'est-à-dire théâtre, theaomai, c'est le verbe qui implique la vision contemplative. Donc, ce qui lie l'acte de la lecture à l'acte de la vision du livre et du lecteur qui lit le livre. Et donc, voilà, la bibliothèque, parfois, pouvait, dans certains contextes, présenter une salle comme celle-ci, où, évidemment, il y avait quelqu'un qui pouvait lire et les autres qui pouvaient, encore une fois, entendre. Mais la bibliothèque, en tant que telle, généralement, était un lieu de conservation. Et là, tu as très bien mentionné la question aussi de l'accessibilité, non seulement des textes, mais aussi des livres en tant qu'objets sociaux qui ont un coût. Alors, je vous donne seulement cet exemple. Les prix des livres a varié beaucoup, suivant plusieurs paramètres au fil du temps. Mais pour prendre une époque très spécifique, par exemple, je ne sais pas, le Xe siècle à Constantinople, un livre coûtait environ 25 nomismata. Or, les nomismas, c'était la monnaie en or, 3 grammes environ, voilà, les dollars du Moyen-Âge, comme on l'appelle. Et 25 nomismata, un ouvrier spécialisé les gagnait au bout d'un an. Donc, probablement, un livre coûtait un livre moyen, sans enluminure, etc. Donc, plus ou moins comme une voiture de bon niveau. Donc, imaginons un instant cette proportion. Cela se lie aussi à la question de l'alphabétisme, la difficulté, la disponibilité d'argent et la capacité à lire un livre. Et il y a toute une énorme production littéraire dans l'Antiquité au Moyen-Âge. Lucien de Samosate, un auteur du IIe siècle, a écrit un traité magnifique sur les bibliomans ignorants, celui qui n'est pas en mesure de lire les livres qu'il achète. Et achète les livres en tant que status symbol. Ce qui implique aussi quelque chose de très intéressant au niveau social. Mais j'en viens très très rapidement à ta véritable question sur le rapport, justement, ce sorte de boucle qui se crée, ce rapport du chercheur qui s'occupe du livre, qui lit les livres. Bon, alors, cela implique, à mon avis, 2 niveaux. Tout d'abord, il faut se rendre compte que le chercheur qui est lecteur en ce qui concerne les livres anciens et du Moyen-Âge, du moins de mon point de vue, on en parlait hier avec Christine, fait une rencontre à chaque fois avec les livres. L'objet livre ancien est toujours un objet qui a une forte identité, parce que naturellement ce n'est pas un objet sériel, ce n'est pas un objet comme on en connaît plusieurs, et ce sont des objets qui ont vécu une longue vie. Avant d'arriver dans une bibliothèque de conservation, ils sont passés par plusieurs étapes. Donc il faut abandonner notre vision du livre qui sort tout près de l'usine, vous voyez, de la typographie, et il faut concevoir un objet qui a une évolution perpétuelle, se transforme continuellement. Et il y a des livres qui ont 1000, 1200 ans, qui ont développé, se sont transformés, des cahiers ont été ajoutés, des feuillets enlevés, des textes ajoutés, effacés, des membres, voilà. Donc ce sont des objets qui se sont transformés pendant très très longtemps. Et le travail au fond du manuscriptologue consiste justement dans cette détection des différents strates, comme un archéologue. Il y a une stratigraphie dans un livre manuscrit. Et cela implique aussi une autre chose, une considération qu'on doit faire. C'est-à-dire que ces livres, ces objets si dynamiques, au moment où ils sont rentrés dans les grandes bibliothèques royales, généralement voilà, à l'époque moderne, qui sont les bibliothèques d'où sont nées les grandes bibliothèques nationales, où se trouvent aujourd'hui généralement encore ces manuscrits, ils ont été sortis du flux de la vie. C'est-à-dire, pour ainsi dire, on les a bloqués, on a bloqué leur développement. On a imposé des couvertes avec des insignes royales. Bon, les livres, à ce point-là, a cessé de vivre, est devenu un objet à conserver. Et est née cette dialectique qui est une guerre, qui est encore en cours entre chercheurs et bibliothécaires, chercheurs et conservateurs. Les chercheurs veulent vivre le livre, voudraient le faire vivre à nouveau. Les conservateurs, justement, légitimement, se posent la question de la perpétuation de l'objet, de le passer aux générations suivantes. Et ça, il y a un tout petit livre de Umberto Eco, De Bibliotheca, qui parle justement de cette dialectique et on n'arrive jamais à la résoudre, en fait. C'est impossible.
Alors moi, je vais aborder la question dans une perspective un petit peu différente, hein, vraiment en tant que lectrice, puisque voilà, moi c'est le premier rapport au livre, c'est évidemment les lectures d'enfance, hein, et donc réfléchir à mon rapport au livre en étant devenue historienne du livre, hein, c'est évidemment engager quelque chose qui peut être très intime, et que du coup, je pense que j'ai vraiment abordé sur le mode du clivage. C'est-à-dire que l'activité de lecture et que le temps que j'y consacre, elle doit être absolument différente selon que c'est une lecture pour le plaisir, voilà, où je vais pouvoir gaspiller mon temps gratuitement et allègrement. Et vraiment, je tiens à conserver ce plaisir incroyable que peut procurer une lecture. Et puis d'un autre côté, dans la lecture de travail, je suis dans un temps tendu vers une fin, qui d'une certaine manière doit être rentable, qui doit me permettre d'avancer dans ma recherche, d'aboutir à un moment d'écriture. Et en fait, un même livre peut faire l'objet de deux lectures différentes. Alors voilà, on peut le traduire assez simplement en disant d'un côté il y a une lecture savante, plus mal à main, et puis de l'autre ce serait une lecture de divertissement. Dans la perspective de réfléchir sur les temps de la lecture, je me suis dit qu'il y avait une autre façon d'y réfléchir que j'ai trouvée assez intéressante, qui est défendue par Yves Citon. Alors c'est une pensée assez complexe et je ne prétends pas du tout la restituer de façon juste, mais ce que j'ai retenu de ce qu'il... voilà, il fait un plaidoyer pour les lectures actualisantes. En gros, il dit, voilà, n'ayons pas peur de l'anachronisme. En tant que lecteur, en tant qu'interprète, on vient avec nos questions vers le texte et on va peut-être trouver des réponses qui n'étaient pas dans le texte, mais que notre temps a suscité, et à ce titre, elles sont légitimes. Et donc, allons résolument vers ces lectures actualisantes. Et il oppose cette approche à ce qu'on pourrait appeler une lecture contextualisante, celle qui, au contraire, va essayer de restituer au texte le contexte dans lequel il est né, d'aller, voilà, d'essayer de restituer l'intention de l'auteur, essayer de restituer la première réception. Et donc c'est vrai qu'en tant que chercheuse, moi j'irais plutôt vers cet aspect contextualisant, alors que quand je lis pour mon plaisir, je suis résolument dans les lectures actualisantes et je ne tiens pas spécialement à ce que les deux se rencontrent. On peut ne pas y tenir spécialement, mais en même temps, c'est parfois difficile de les tenir à distance, l'une de l'autre. Moi, j'ai aussi cette expérience, c'est-à-dire que, à la fois, on peut très souvent, quand on devient chercheur en sciences humaines et sociales, on a derrière soi un passé qui est plutôt un passé de lecteur ou de lectrice, et de lecteurs et de lectrices de bien d'autres choses que des sciences humaines et sociales, heureusement, et de divertissement de lecture. Moi, j'ai lu bien plus de science-fiction et de romans fantastiques dans mon adolescence que de livres d'histoire. Mais la difficulté, c'est les effets aussi de contamination de ce que devient une lecture professionnelle. C'est-à-dire le moment où, à force de lire pour son travail, à force d'enseigner, on finit par être envahi par un rapport qui est un rapport savant et professionnel à la lecture, et où le fait de remettre à distance, disons, ce savoir devient moins évident qu'il n'y paraît. Et donc on va contextualiser. Je veux dire, par exemple, pour un historien du Moyen-Âge, lire Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, ou voir Tolkien, ça devient à un moment donné un problème. Je veux dire, au sens où ça vous gâche votre plaisir, parce que forcément, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais Tolkien était lui-même un très grand philologue, médiéviste, spécialiste de littérature médiévale, et forcément, quand vous vous occupez du Moyen-Âge, vous voyez dans Tolkien des jeux, des emprunts, tout ce qu'il a pris à droite et à gauche, et donc vous finissez par développer par rapport à ce qui devrait être pour vous tout d'abord un plaisir, un rapport qui finit par vous ramener au boulot. On pourrait dire la même chose pour Game of Thrones. Enfin, et disons que le médiévalisme a des effets sur la fiction qui finissent par revenir vers vous. Donc il y a une contamination dans un sens, et puis une contamination qui peut jouer aussi dans d'autres sens quand on lit les manuscrits médiévaux, parce que là aussi, deuxième expérience personnelle, je me suis beaucoup occupé de manuscrits universitaires du XIVe siècle, qui sont des manuscrits universitaires
lu par des étudiants ou par des enseignants et annoté dans les marges. Et là, il y a un moment vertigineux parce qu'en fait, ces gens-là faisaient, à quelques siècles de distance, la même chose que ce que je fais moi quand je prépare des cours, quand je prends des notes dans les marges. Et donc, il y a un deuxième aspect vertigineux, c'est-à-dire que vous vous retrouvez à faire la même chose et vous avez un peu l'impression là d'être un personnage qui vit dans une boucle temporelle à son tour. Hein, c'est comme dans Un jour sans fin, c'est-à-dire que vous recommencez toujours la même histoire de lire un livre qui a été lu par d'autres, et vous êtes dans ce rapport-là. Donc cette finalement rencontre entre l'expérience professionnelle de la lecture, et c'est pour ça que le bibliothécaire de Mouzil finit par dire que un bon bibliothécaire ne lit que les catalogues et ne lit pas les livres, parce que disons que ça a l'air d'une plaisanterie, mais c'est plus sérieux que ça ne pourrait l'être en termes de vertige du rapport au livre. Alors, tout ça nous amène aux frontières de la fiction, de la série, de l'adaptation, et aux frontières de la lecture contemporaine. Et là, nous avons parlé de nos expériences, et ça m'intéressait de vous interroger. Mais pour finir, on peut peut-être ouvrir vers un horizon un peu différent, et vous demander, vous qui êtes tous les deux spécialistes du livre et de la lecture, comment vous intégrez dans vos cours, dans vos réflexions et dans votre horizon imaginaire les nouvelles pratiques de lecture qui sont les pratiques de lecture numérique qui se sont imposées, disons, depuis 10, 20 ou 30 ans, mais qui ont considérablement modifié la lecture, puisque, par exemple, du point de vue des éditions de l'EHESS, je peux dire que l'essentiel des revues scientifiques aujourd'hui sont lues en ligne, que ce soit sous des formats PDF ou HTML, mais disons que la lecture en ligne est, sur ce type de produit, très nettement majoritaire par rapport à la lecture papier. Donc peut-être qu'on peut terminer par cette question du numérique. Je ne sais pas qui de vous deux souhaite dire un mot pour commencer. Oui, alors c'est effectivement un sujet auquel chacun de nous est confronté aujourd'hui, hein, puisque voilà, réfléchir à ce que la numérisation fait au livre et au lecteur, ben, c'est prendre conscience, voilà, d'un accès au livre, on en parlait tout à l'heure, qui était absolument inimaginable auparavant, et dont voilà, Roger Chartier a dit il y a déjà plusieurs années que voilà, ça crée un vertige, un rêve, celui de la bibliothèque universelle, mais qu'en même temps, voilà, on risquait de s'y perdre. Alors moi, ce qui m'a intéressé, la façon dont, donc dans ma pratique, évidemment, effectivement, je lis de plus en plus sur écran, alors essentiellement des articles, hein, des livres, ça reste quand même quelque chose de difficile. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir à ce que ça crée par rapport à la clôture qu'impliquait le livre. Alors ça, c'est une proposition qui a été faite par Bruno Latour dans une conférence où il abordait des choses très diverses. En fait, où il disait que le numérique fait subir au livre une épreuve qui va révéler quelque chose et qui va révéler en fait que le livre n'est qu'un amalgame de fonctions très différentes, dont certaines peuvent continuer à être assumées par le livre, mais d'autres, finalement, il s'en a quitté assez mal et c'est beaucoup mieux que ça se passe sur écran. Voilà. Et parmi les fonctions qu'il distingue, donc il y a, qui sont assez hétéroclites, hein, il y a celle justement de la clôture, c'est-à-dire qu'un livre, ça fixe à un moment, dans un temps et dans un espace, un contenu qui, du coup, doit avoir sa cohérence et qui implique aussi des choix éditoriaux, hein, qui le façonnent comme objet fini. Et c'est vrai que le numérique nous fait basculer dans des potentialités infinies, alors qui peuvent avoir des avantages, hein, c'est évident. Alors il parle notamment des contenus de savoir révisables, hein, tous ces manuels qu'on doit racheter chaque année, parce que voilà, le savoir progresse. Et, donc là, de ce côté-là, on peut se dire que l'écran peut offrir un gain, mais c'est vrai qu'en tant que lectrice, moi je garde le goût de la clôture, justement. J'aime bien qu'un roman se termine, et puis que si c'est un roman policier, que le coupable ait été
découvert et que tout soit rassurant. Et en tant que chercheuse, j'éprouve vraiment des sentiments ambivalents par rapport à cet infini. Donc on a affaire à des corpus constamment révisables, effectivement, mais il ne me paraît pas inutile de devoir parfois fixer notre pensée, notre réflexion. Et puis je voudrais faire référence à une discussion qu'on a eue hier soir à propos de la recherche dans les bibliothèques et dans les archives. Aujourd'hui, dans la plupart des bibliothèques et des archives, on peut tout prendre en photo. Mais il y a quelques bibliothèques qui résistent. Et en fait, finalement, tout ce qu'on prend en photo, on se dit que c'est disponible, et finalement, on ne l'étudie jamais. Alors que quand on est dans une bibliothèque, on n'a pas le droit de prendre de photos, il va falloir qu'on tire le suc de ce qu'on est en train de regarder, et on est obligé à une gymnastique intellectuelle qui est finalement très stimulante. Et donc, je ne plaide pas forcément pour que toutes les bibliothèques interdisent les numérisations et les photographies, parce que là, je pense que j'aurais quelques petits soucis avec plusieurs collègues. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de réfléchir à ce savoir infini, tellement disponible finalement qu'on ne va plus essayer de le saisir. Moi, je voudrais, disons, injecter un élément d'inquiétude ultérieure dans ça. Enfin, il ne faut pas s'inquiéter, mais pas de raison. Moi, je pense que la question du livre numérique est déjà derrière nous. Je pense que face à nous, nous avons un autre défi qui est celui de l'audiolivre. Alors, il m'est arrivé de voir les chiffres d'affaires des audiolivres pendant la pandémie et tout de suite après. Et elles ont monté en flèche, évidemment. Et par la suite, elles n'ont pas vraiment redescendu. En utilisant les plateformes des chansons, de la musique, etc., les audiolivres ont commencé à prendre une place dans les marchés. Et je pense, là, il y a des très jeunes dans la salle, je pense que c'est un peu leur expérience. Je crois que progressivement, écouter un livre est en train de devenir quelque chose de bien plus ordinaire que lire un livre. Le lire en papier ou même le lire dans un écran, sur une tablette, etc. Je pense que ça, c'est un peu la nouvelle frontière à laquelle nous allons devoir nous préparer. Et je pense, c'est pourquoi je disais, c'est en même temps un élément d'inquiétude, un élément qui ne l'est pas, parce qu'au fond, c'est encore une fois un retour au passé. C'est un retour à l'audiolivre humain dont j'ai parlé tout à l'heure pour Charlemagne. Et donc, on fera avec, je pense. Et pour ce qui concerne, en étant un historien de la matérialité du livre, pour en revanche revenir au livre numérique, ce qui m'intéresse beaucoup est quelque chose que justement Chartier a remarqué il y a longtemps, comme je l'ai dit, cette analogie entre l'écran de l'ordinateur et le défilement du texte dans les rouleaux. Puis ensuite est né le Kindle, donc, puis les tablettes. Donc voilà, encore une fois, on a repris en format ancien, les tablettes cirées, on parle de tablettes, parce qu'au fond c'est ça. Et donc je trouve très intéressant de voir au fond ces retours éternels de ces anciens formats sous de nouvelles apparences qui nous inquiètent beaucoup à chaque fois, mais qui, au fond, après, est-ce que c'est vraiment un élément qui doit nous inquiéter? Oui, c'est très bien d'y réfléchir, mais vous voyez, on peut toujours tirer des éléments positifs de, je pense, chaque transformation. Et je voudrais terminer en citant Kerouac, parce qu'il y a une dizaine d'années, Christie's a vendu aux enchères l'original de On the Road, et on s'est aperçu d'un coup que cet original, c'était un rouleau. Kerouac a écrit On the Road sur un rouleau de papier mûr, peint, qu'il a trouvé dans la maison d'un ami, qu'il squattait à l'époque. Et donc, il a décidé d'écrire ce roman sur un rouleau. Pourquoi? Il explique dans des lettres. Pour éviter, il dit explicitement, le rythme de la page.
Et si vous lisez, il a été publié récemment cette version originale de On the Road, si vous la lisez, il n'y a aucun signe d'interponction. Les signes d'interponction ont été ajoutés par les editors par la suite. Donc ça signifie que Kerouac avait compris très bien qu'il fallait revenir à un format ancien pour manifester, bon, lui il était sous l'influence de Pollock, de Stream of Consciousness, etc., pour pouvoir créer un roman sans interruption, un flux de conscience ininterrompu. Et j'ai dit, il avait la conscience de revenir, parce que l'année, Kerouac, si je ne me trompe pas, a écrit On the Road dans ce format en 1947. En 1945, on avait découvert les rouleaux de la mer morte. Et presque certainement, il avait pris conscience de ce format ancien. Et donc je trouve que dans cette petite histoire qui concerne un auteur contemporain qui quand même a su tirer quelque chose d'exceptionnel, de remarquable de ce retour en arrière, je pense que, du moins moi, je m'apaise beaucoup. Alors, on finit peut-être sur ce message d'espoir qui consiste à aller chercher dans le passé de quoi se rassurer face à ce que l'avenir peut nous réserver. Ce qui est un geste, disons, bien connu. Je pense qu'on peut arriver à ce stade, peut-être au terme de notre échange entre vous, et peut-être prendre le temps d'un échange avec celles et ceux dans la salle qui souhaiteraient intervenir, poser des questions, avoir des précisions. Moi, j'en ai peut-être aussi quelques-unes, mais on serait très content de pouvoir socialiser plus largement cette réflexion sur le temps de la lecture. Alors, il y a des micros qui circulent. Oui, il y a une question de monsieur. Attendez, vous allez avoir un micro. Alors, monsieur et puis madame ensuite. Est-ce que le problème du livre n'est pas posé en liaison avec l'oralité de la culture, qui est un vrai problème parce que, alors vous l'avez évoqué à un moment d'ailleurs, monsieur Roccomi, c'est important parce qu'on se rend compte de plus en plus l'accès à la langue, qui était un des supports du livre, se fait uniquement oralement. Et c'est pas seulement comme l'époque mésopotamienne, c'est aujourd'hui quand on forme des gens qui viennent de l'étranger, on ne les forme qu'à la pratique de la langue. Je ne parle pas des chanteurs lyriques, c'est autre sujet. Mais c'est un vrai problème, l'oralité, qui est présent. Et aujourd'hui, vous avez également, ici à l'Alcazar, un rayon des livres lus. On achète des livres lus. Alors, merci pour votre question, donc, qui prolonge des aspects de notre dialogue sur la question du rapport entre l'oralité et le livre. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez l'un ou l'autre développer un peu le problème qui a été posé. Bien évidemment, cette question s'est posée avec force absolue dans l'Antiquité, où il y a toute une question, tout un énorme problème de la dimension orale de la transmission du savoir dans l'Antiquité grecque, à l'époque archaïque notamment. On sait la genèse des poèmes homériques et tout ça. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il faut vraiment souligner cet aspect essentiel, c'est-à-dire l'acte de lecture, lire, ce n'est pas un acte intime, c'est un acte oralisé, c'est un acte partagé, c'est un moment social fondamental. Alors, après, la question que vous évoquez, c'est-à-dire les rapports à la langue et la formation, disons, linguistique, les compétences linguistiques et l'acquisition, ça c'est naturellement quelque chose qui change d'une période à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'une société à l'autre. Donc, naturellement, il faudrait l'analyser dans le cadre de chaque contexte spécifique. Mais c'est sans aucun doute un élément sous-jacent perpétuel. Voilà. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on va vers un retour à l'oralité. Le discours de l'audiolivre, du livre lu. Voilà. Je pense qu'au fond, c'est ça. C'est quelque chose qui va arriver progressivement. Et simplement ajouter un mot à ce que vient de dire Filippo, aussi pour, du point de vue de l'historien du Moyen-Âge qui s'intéresse au rapport entre l'écrit et l'oral et qui ne concerne pas que les livres, parce qu'aujourd'hui on a parlé de livres, mais il y a toute la question des archives et des documents qui sont lus à voix haute ou par écrit, aussi à nuancer l'opposition entre l'écrit et l'oral. Et c'est tout ce que les gens qui travaillent sur la fin du Moyen-Âge désignent par les sociétés à littératie restreinte, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles l'écrit joue un rôle social très important, alors même qu'il n'y a qu'une fraction minoritaire de la société qui sait lire,
mais que cette fraction minoritaire de la société, d'abord, dans un certain nombre de cas, lit pour les autres, et on en a parlé, et que les autres, par ailleurs, savent quelle est la valeur sociale de l'écrit, qui est aussi un objet qui peut être montré, qui peut être exposé, par exemple, des écritures qui sont au fronton des églises. Donc, si je dis ça, c'est pour dire que il n'y a pas qu'une tension ou une opposition entre écrit et oral. Il y a aussi des phénomènes de complémentarité très complexes, mais qui sont des complémentarités qu'on connaît d'ailleurs parfois encore à des échelles très réduites dans nos sociétés. On a parlé du livre lu, mais prenez la lecture aux enfants. Typiquement, je veux dire, c'est une disposition sociale, le fait de lire des livres à des enfants. Alors, des enfants qui ne savent pas lire, mais parfois aussi des enfants qui savent lire, mais qui ont plaisir à entendre relire une histoire. C'est-à-dire, ils se jouent dans le rapport de l'oral et de l'écrit autre chose que simplement le fait de faire avancer l'écrit ou de reculer face à la pression de l'oral. Et je pense que c'est important aussi d'avoir en tête ce rapport qui parfois est extrêmement complexe. Alors, il y avait une question, madame, au fond, et vous avez le micro. Oui, c'était juste pour savoir ce que vous pensez des changements dans la façon d'apprécier une lecture qui sont opérés par le fait de l'écouter. Par exemple, la possibilité, quand on lit soi-même, de revenir en arrière, de vérifier, et qui est changé par l'oralité. Il y a, à mon avis, aussi, c'est-à-dire ce que vous dites est tout à fait correct, hein, c'est-à-dire la lecture antérieure, individuelle, nous donne une grande liberté d'action, hein, d'avancer, de revenir en arrière. Mais en même temps, la lecture orale que l'on écoute permet de saisir, par exemple, des allitérations, des jeux de mots, des jeux de sons, que l'on perd totalement dans la lecture silencieuse intériorisée. La lecture de la poésie, par exemple, très souvent doit être sonore, même si elle est individuelle, pour apprécier voilà, toutes les nuances de cet aspect. Donc je pense vraiment qu'il y a, vous avez raison, mais il y a un double niveau. C'est-à-dire il y a du positif, il y a du négatif. Et voilà. Et d'autant plus que se pose aussi la question de savoir quel est le rapport que l'auteur ou l'autrice entretient avec le fait que son texte soit lu au moment où il écrit. Puisque là aussi, c'est un rapport qui varie considérablement selon les époques. Les textes liturgiques médiévaux sont toujours écrits pour être lus. Une grande partie de la littérature de romans, de chansons de gestes, ça va sans dire, mais même de romans du XIIIe siècle, disons le roman courtois, est très souvent écrit pour être lu. C'est-à-dire que celui qui écrit sait que son texte est destiné à une performance orale et non pas à une lecture le soir au coin du feu, alors qu'il y a des textes qui sont des textes, dans certains moments de l'histoire littéraire, qui ont été vraiment écrits, je dirais, dans un rapport de lecture silencieuse et scripturaire tout à fait différent. Donc ce problème-là, et c'est un problème qui se pose d'ailleurs quand on écoute des livres enregistrés, parce que vous vous apercevez quand vous écoutez des livres enregistrés, par exemple de la tradition littéraire française, selon les époques, que le rapport à l'oralisation est extrêmement différent. Alors ça peut être le rapport à la ponctuation, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être simplement le rapport à l'assonance, et ça produit des effets, par exemple des lectures publiques de Proust, ça produit des effets assez singuliers à cause de la sinuosité des phrases proustiennes et de leur longueur, qui ne sont pas du tout les mêmes effets que, par exemple, des lectures publiques de Céline, qui n'est pas une langue orale, mais qui est une langue qui joue avec les codes de l'oralité et qui, du coup, peut être mise en scène du point de vue verbal de façon tout à fait différente. Donc, je pense aussi qu'il y a une grosse différence des types de textes qu'on lit. Et effectivement, la poésie, au fond, la poésie, c'est presque absurde de lire de la poésie silencieusement. C'est-à-dire que la nature même du geste poétique, en théorie, repose sur la sonorité de ce qui est écrit. En tout cas, c'est 3000 ans d'histoire de la poésie qui repose sur cette idée. Les médiévaux sont aussi faits pour être lus et regardés. Les riches œuvres de... Oui. C'est plus un spectacle imagé. Absolument. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de mise en page, mais on aurait pu aussi. Vous avez une question? Alors, attendez, oui, il y a une question derrière, puis une question devant ensuite. Pardon. Oui.
Ok, donc on va répondre plus brièvement. Bon, ben, je vais essayer d'être courte. Non, c'est nous qui devons être courts. Ah bon. Et moi d'abord. Je voulais d'abord faire 2 remarques. D'abord, ça m'a renvoyé à ma pratique moi-même personnelle de la lecture. Je me suis rendu compte en vous écoutant que j'ai complètement arrêté de lire pour le plaisir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à être obligée de travailler pour me payer mes études, je n'ai lu que des choses qui étaient utiles pour mes études. Et même encore, j'ai continué avec mon travail à lire des choses qui correspondaient à des thèmes de travail. Donc je vais essayer de reprendre la lecture plaisir quand même. Et par contre, je voulais vous faire part quand même d'un effort énorme qu'a fait une association à laquelle j'appartiens, qui s'appelle Femmes Solidaires, qui s'appelait l'Union des femmes françaises après la Libération, et qui a instauré dès sa création des clubs de lecture dans tous les comités. Et ces clubs de lecture, il en existe encore. Moi, j'habitais récemment à Avignon. Il y en a un qui est très actif. On décide de choisir ensemble des livres que l'on souhaite lire. On achète les livres pour nos adhérentes et tout le monde le lit ou ne le lit pas, mais vient à une réunion où on échange sur le livre. Et c'était très positif. Par contre, j'ai quand même une question, parce que j'ai eu un débat avec mes enfants à propos de mon petit-fils qui ne lisait que des bandes dessinées. Et moi, je me souviens que les parents disaient « il ne lit pas ». Et moi, je me battais avec l'idée qu'il lisait. Alors, vous n'avez pas parlé de la bande dessinée, je me suis posé la question « depuis quand et est-ce que c'est vraiment de la lecture ?» Voilà. Alors, je ne peux pas parler au nom de mes collègues. Enfin, je sais en tout cas qu'Étienne partage cet intérêt pour la bande dessinée avec moi. Donc, nous lisons aussi beaucoup de bandes dessinées et on considère que c'est de la lecture. Je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je vais laisser Étienne développer un petit peu, puisqu'il a plus d'expérience que moi de l'univers BD. Mais voilà, en tout cas, pour moi, et je pense pour beaucoup de chercheurs, la BD fait partie des lectures qu'on aime. Non mais Christine dit ça parce que j'ai collaboré à des projets de bande dessinée historique. Après, je pense qu'il y a un problème d'historicisation de la bande dessinée. La bande dessinée est née assez largement dans l'entre-deux-guerres comme un dispositif de divertissement destiné à des enfants, et plutôt des enfants même en bas âge. Elle est devenue un médium entièrement différent, et un médium dans lequel se construisent des projets de fiction extrêmement ambitieux. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a dans la bande dessinée un certain nombre de productions, et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'on parle parfois de romans graphiques, qui sont des productions, disons, qui n'ont rien à envier littérairement à un certain nombre d'œuvres qui s'écrivent sous d'autres formats. Donc je pense qu'il y a juste une diversité de modes d'expression à l'intérieur de la bande dessinée, et il y a des choses dans la bande dessinée, du manga jusqu'à la bande dessinée classique franco-belge, qui sont d'une ambition narrative folle, quoi. Et vous pouvez peut-être faire valoir l'argument que la bande dessinée, c'est quelque chose de très ancien. Hein. Ça rassure. Il y a des papyrus égyptiens du IIIe siècle après Jésus-Christ qui représentent dans des petits dessins avec un texte superposé les aventures d'un certain Grillos. Et ce Grillos, c'est un petit Nicolas de l'Antiquité, en fait. Il fait n'importe quoi, il renverse tout l'héroïsme des mythes grecs, voilà. Donc c'est quelque chose, voilà, de noble. Alors, il y avait une question, alors au moins 2 questions devant. Merci. Plutôt qu'une question, je ne cherche pas forcément une réponse, mais c'est en fait, comme on a parlé des relations entre temporalité et matérialité dans la lecture, je pense que ça peut être intéressant aussi chercher les mêmes relations, mais pour l'écriture. En fait, il y a aussi beaucoup de façons d'écrire, et normalement, qui lit écrit aussi, pas forcément des livres, mais des listes, des cartes d'amour, ou des poèmes, ou des livres. Et du coup, avec la technologie aussi, on n'écrit pas plus forcément avec les mains, mais avec l'ordinateur. Et c'est ça, je pense que ça peut être intéressant, amplier la conversation à ces côtés-là de l'écriture aussi. Alors, vous avez tout à fait raison. J'avais commencé en citant Proust, et en fait, on a bifurqué à l'intérieur de Proust de la lecture
vers la lecture plutôt que vers l'écriture. Mais en réalité, en tout cas chez Proust, la question unit la lecture et l'écriture, et vous avez tout à fait raison. On aurait pu parler du temps de l'écriture, et d'ailleurs on serait revenu sur un certain nombre de questions tout à fait similaires, parce que le pendant de ce qu'on a discuté tout à l'heure sur l'oralité, c'est la dictée. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un moment où en fait on n'écrivait pas avec sa main. Quand on était un auteur, on dictait. Et qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'avec un téléphone portable ou avec un certain nombre de dispositifs, vous pouvez dicter aussi des messages. Donc je pense que c'est très intéressant de mettre les deux en parallèle, vous avez raison. Bonjour, merci. C'était super. Moi, je me posais une question à propos de... apparemment, là, il y a une espèce d'idée que l'oralité, du coup, ce serait un retour... Enfin, j'ai l'impression, moi, c'est le truc le plus naturel. Et je me disais, au contraire, ce qui me paraît surprenant de notre époque, c'est qu'on a peut-être moins de temps spécifique de lecture parce qu'on est tout le temps en train de lire. Enfin, en gros, il y a des signes... avec des significations partout. Là, vous avez plein de panneaux derrière vous qui attirent notre attention. Enfin, je sais pas, je pense que c'est un peu le cas de tous les gens qui lisent, de se faire voler son attention par des écrits qui vont, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, vu que c'est une lecture silencieuse qui va contaminer un peu notre intériorité. Et du coup, en gros, c'était juste une remarque comme ça pour vous demander, c'est quoi en fait ce temps ou ce moment qui moi j'ai l'impression qu'il n'existe pas et qui en même temps est omniprésent en fait. Voilà. Alors, oui, on est envahi effectivement de signaux graphiques qui cherchent à attirer notre attention, que ce soit les notifications sur les téléphones, les publicités, les écrans, etc. C'est vrai que la façon dont on a conçu cette table ronde, on était vraiment dans la perspective de la lecture du livre, qui, je pense, désigne vraiment une activité très différente, beaucoup plus intentionnelle en fait. On est vraiment porté par l'intention de lire le livre, alors qu'au contraire, tous ces messages cherchent à détourner notre attention de ce qu'on est en train de faire. Et alors là, c'est un phénomène sur lequel on pourrait disserter pendant très longtemps. Alors peut-être que l'association est idiote, mais je vous recommande la lecture d'un roman de Walter Tevis qui s'appelle L'oiseau moqueur, qui imagine une société dans laquelle les gens n'éprouvent plus du tout le besoin de lire, plus personne ne sait lire. Les mots d'ordre, c'est intimité. Il ne faut surtout pas que les gens s'approchent les uns des autres, éprouvent des sentiments les uns pour les autres. Et donc, leur attention est sans cesse détournée de ce qui devrait être au centre de leur préoccupation. Et donc il y a 3 personnages, un robot qui a quelques souvenirs, mais plus les sentiments qui s'attachent à ses souvenirs, qui voudrait se suicider, mais qui ne peut pas se suicider parce qu'il est programmé pour ça. Un homme qui va réapprendre à lire parce que ce robot lui a demandé de déchiffrer les sous-titres des films muets qu'il a retrouvés et dont il ne peut pas comprendre le contenu parce que les sous-titres sont pour lui illisibles, et une femme un peu rebelle qui s'appelle Marie-Lou qui cherche à sortir de ce système-là. Et moi, quand j'ai lu, j'ai trouvé ce roman absolument extraordinaire, et je trouvais qu'il aidait beaucoup à réfléchir à ce qu'on était en train de vivre aujourd'hui. Parce que ce n'est pas que le livre n'existe plus, c'est que plus personne n'a envie de les lire. Que l'espace est trop saturé par d'autres éléments qui détournent l'attention. Alors, c'est peut-être un petit peu décalé par rapport à votre question. Mais... oui, j'avais une question relative aux bibliothèques, puisque vous avez mentionné cet aspect. Je me demandais, puisque vous disiez aussi que les fonds étaient finalement, entre guillemets, assez limités par rapport à ce à quoi nous sommes exposés habituellement de nos bibliothèque universitaire. Qu'en est-il de la bibliothèque d'Alexandrie ? Je me demandais, parce que, bon, évidemment, on n'a plus, j'imagine, plus de traces évidemment directes, mais est-ce qu'on, relativement au temps qui était le temps de la bibliothèque d'Alexandrie, est-ce que les fonds, la bibliothèque en tant que telle, était si immense, extraordinaire qu'on le dit ? Alors, il faudrait demander à notre collègue Christian Jacob, qui est un grand expert de la bibliothèque d'Alexandrie, mais qui n'est pas à Marseille en ce moment, malheureusement. Il est à Sao Paulo. Et donc, j'essaierai, moi, de dire quelques mots. Oui, effectivement, c'était une entreprise extraordinaire, non seulement pour l'époque, ça c'est tout à fait certain,
qu'il faut naturellement encadrer dans une dimension historique, disons, de géopolitique historique très complexe. Hein. C'était une manifestation de puissance politique de la part justement des souverains égyptiens, notamment en concurrence avec des souverains à côté qui avaient fondé une autre très importante bibliothèque. Et effectivement, il y avait cette idée, justement, disons que dans l'expérience alexandrine, il y a eu, si l'on veut, un concentré de plusieurs éléments, c'est-à-dire le recueil de tout le bassin de la Méditerranée, de livres et d'éditions, parfois d'éditions multiples. On avait 4 ou 5 éditions différentes d'Homère, ce qui a commencé à comporter la comparaison entre les différentes versions et donc la naissance de la philologie. Donc voilà, il y a eu un souci de conservation, de restauration, un souci de catalogage, donc la naissance d'un ouvrage extraordinaire, Pinakes justement. Donc effectivement, alors c'est quelque chose qu'il est très difficile de quantifier, même si on a retrouvé un papyrus apparemment avec une série d'indications, voilà. Mais c'est très difficile à quantifier. Il faut bien souligner qu'il y avait 2 bibliothèques, hein, une bibliothèque dans la cité impériale qui était réservée aux chercheurs qui étaient payés par les souverains et qui vivaient de ça. Ça aussi, c'est une expérience inédite, c'est-à-dire le pouvoir politique qui finance des chercheurs pour mener des recherches sur des livres. Voilà. Et puis, il y avait une bibliothèque publique du Sérapeion, on l'appelait bien plus petite, voilà, à la disposition d'un public qu'on ne sait pas identifier. Donc, effectivement, c'était quelque chose d'énorme, mais je vous invite à chercher la bibliographie de Christian Jacob, qui a écrit plusieurs volumes sur cela. Je vous passe une question ici, mais on nous prévient qu'il va falloir qu'on libère la salle à un moment. Alors, ce sera la dernière question. On est désolé, vous pouvez nous en poser d'autres lorsqu'on... Oui. Du coup, je vais en poser 2 comme ça. Non, je plaisante. C'est habile. Je repose pas du coup la question de l'acteur qui, à mon avis, manquait dans tous les développements que vous avez faits, pour lesquels je vous remercie. C'était vraiment passionnant. C'était l'auteur ou l'autrice, et donc du coup peut-être aussi quelle différence entre un auteur et une autrice dans la manière dont se matérialisent les écrits et donc la lecture. Bon, je passe ça. J'aurais bien aimé savoir sous quel nom de métier ces liseurs publics ont-ils agi dans le temps? Est-ce que c'est ce nom de métier, est-ce qu'il évolue, et est-ce que c'est signifiant, ou est-ce que... Enfin, je m'interrogeais sur le... Voilà, comment on appelait ce métier. Et puis dernière... Je vous remercie beaucoup pour la discussion que vous avez eue autour de la dialectique entre chercheurs, lecteurs, conservateurs. Je suis très intéressée par ces questions parce que c'est des questions qu'on reposera sans doute demain dans une table ronde sur le temps des archives. Moi, de mon côté, je suis un peu archiviste. Et du coup, ma question, elle est un peu provoque. Je suis désolée par avance. J'entends l'enjeu de ne pas figer le document dans sa matérialité et dans son existence, finalement, par le geste conservatoire. Néanmoins, j'ai du mal à penser que dans les bibliothèques, les livres les livres conservés ne sont pas encore en train de vivre entre surlignage et annotations marginales diverses et variées. Et par ailleurs, j'aimerais bien savoir à quoi on pourrait penser pour continuer à faire vivre ces livres dans leur matérialité une fois qu'ils sont conservés. J'irai très très rapidement. Alors, pour ce qui concerne les termes utilisés, alors du moins dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, on utilisait les termes en grec anagnostes, anagnostis et lector, qui avaient des connotations très ecclésiastiques généralement, parce que la lecture sonore partagée la plus diffusée, la plus symboliquement importante était naturellement celle liturgique. Mais en général, c'était ce type de... Voilà. Puis, bon, il y avait sans aucun doute des variantes, d'autres termes spécifiques, mais fondamentalement, ce sont ces catégories lexicographiques. Et après, très très rapidement, j'ai bien dit que c'est légitime ce que vous faites. Mais justement, c'est une dialectique difficile à résoudre, et je pense que de ce point de vue, la technologie
et la possibilité de visualiser les documents et peut-être dans les temps des essais très intéressants étaient faits parfois de reproduction tridimensionnelle, virtuelle des objets, peuvent aider une bonne partie du public à rentrer en rapport avec des livres anciens, parce que ce que je disais, ce n'est pas les livres ordinaires, je parlais à propos des livres anciens qui sortent du flux de la vie. Alors, lorsqu'on va les voir dans la Bibliothèque Vaticana, on a toujours quelqu'un derrière qui contrôle qu'on note rien. Donc là, on peut vraiment plus y toucher. Donc effectivement, voilà, mais je vous l'ai dit, après c'est une dialectique, c'est une sorte de guerre froide, très opportune, qui nous permet d'avancer les deux, je trouve. Oui, enfin, bon, c'était simplement... c'est une question qui m'intéresse beaucoup, la conservation de la valeur d'usage de ces livres une fois entrés dans des bibliothèques qui sont chargées d'assurer leur conservation. Et alors je ne le traduirais pas en termes de guerre froide, justement. Enfin, j'aimerais bien qu'on y réfléchisse d'une façon plus pacifique et plus collaborative. Voilà, et je trouvais par exemple que le travail d'un chercheur qui va éditer un texte contenu dans un de ces livres, c'est aussi une manière de faire revivre le livre, certes sous une autre forme, mais de permettre à un public moins averti d'aller vers ce livre dans sa matérialité ancienne, à travers une exposition, à travers la numérisation. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que ce serait, en particulier, je crois en France, il y a des tensions voilà, entre conservateurs et chercheurs qui sont peut-être liées à l'histoire particulière des bibliothèques françaises. Enfin, je parle pour les bibliothèques. Et je pense que c'est vraiment important qu'on réapprenne à fonctionner ensemble et sans se dire qu'on est dans une guerre froide. Merci beaucoup. Alors je crois qu'on arrive au terme de cette rencontre. On est allé de l'Antiquité jusqu'au numérique. On a parlé de Musil et Proust, mais on a aussi parlé de lecture pour les enfants ou de Tolkien. On aurait pu penser à Ray Bradbury, à Fahrenheit 451 et à ces personnages qui apprennent des livres et qui finissent par les incarner dans une dialectique entre l'écrit et l'oral. Je crois qu'il restait encore beaucoup de choses à dire, mais je voudrais finir par remercier beaucoup Filippo Ronconi et Christine Bénévent d'avoir accepté de se prêter au jeu du dialogue ici avec vous. Vous remerciez toutes et tous, et puis remercier beaucoup à la fois toute l'équipe du festival et l'équipe de la bibliothèque qui ont rendu possible cette rencontre, et puis vous souhaiter une très bonne fin de journée. Merci beaucoup, au revoir à toutes et à tous.